hadien le cœur même de son projet de civilisation. Parce que c'est l'homme qui utilisera le sol, c'est l'homme qui fera fructifier le temps, qui fera fructifier l'argent. Et c'est l'homme également le premier réceptacle, celui qui reçoit l'idée religieuse. Et donc voilà, j'en passe au renouvellement de l'homme pastal-mohadien au cœur du projet de civilisation de Nabi. Donc, avant de vouloir réformer un homme, il faut tenter de le définir. Et pour Benabi, si vous voulez, là je vais citer Omar Ben Aïssa, qui est un de ses disciples. D'ailleurs, le petit frère de Rachid Ben Aïssa, l'un de ses élèves les plus connus, qui a une définition très intéressante de l'homme pastal-mohadien. Il dit ceci: le pastal-mohadien n'est pas un homme qui a dépassé une situation, c'est un homme qui ne peut plus, qui ne sait plus comment maîtriser une situation. Il en a perdu le mode d'emploi. Son effort là, il a renoncé à lutter. Il répugne l'effort. La civilisation est en quelque sorte une chose qui met de l'ordre dans les choses. Le post-almohadien est un retour au chaos des choses. Le post-almohadien n'a plus de prise sur le réel. Il redevient lui-même nature. Il retourne à l'état naturel, ce qui le rend colonisable, d'où le concept de colonisabilité. Le post-almohadien est le musulman qui ne sait pas refaire le geste créateur et nourricier de la civilisation que le prophète sallam avait insufflé à ses compagnons. Il en a perdu la recette. Donc, c'est pour lui, voilà, c'est ce concept post-almohadien, il le considère vraiment de manière très utilitariste. Il s'en sert, à la limite, c'est pas de rester puis de constater en disant voilà, regardez l'homme musulman, voilà ce qu'il est. Non, il l'en prend, il le situe dans un endroit donné et à une époque donnée, et il essaye justement de voir les symptômes, les facteurs endogènes, ce qui bloque, éventuellement également voilà, le fatalisme dans lequel il sombre, pour essayer de proposer justement un véritable projet de civilisation. Donc, pour faire rapide, le renouvellement de l'homme post-almohadien passe par l'apprentissage de 3 efficacités. Je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être très bien inspiré justement d'écouter ce qu'il va dire. Pour lui, il y a 3 efficacités. Il y a l'efficacité de la pensée, il y a l'efficacité du travail et il y a l'efficacité du capital. Donc je ne peux pas forcément trop rentrer dans les détails. Il y a l'efficacité de la pensée, l'efficacité du travail et l'efficacité du capital. Mais pour lui, même quand on réforme un homme, l'homme ne vit pas en vase clos. Il vit dans une société. Donc c'est un membre d'une société. C'est comme un globule blanc dans un... C'est comme les globules blancs par rapport au sang. Donc pour lui, si vous voulez, il cible les trois efficacités à acquérir pour l'homme musulman. Mais pour lui, voilà, il y a la réforme de l'homme, mais elle n'est jamais dissociée de la réforme de la société. Donc pour lui, si on veut que l'homme musulman acquiert l'efficacité de la pensée, alors il faut orienter la culture dans la société post-almohadienne. Si on veut que l'homme post-almohadien acquiert, si vous voulez, l'efficacité du travail, alors il faut qu'il y ait une véritable orientation, dans le sens d'une véritable politique, une véritable orientation du travail dans la société post-almohadienne. Et si on veut qu'il y ait une efficacité du capital, alors il faut qu'il y ait dans la société post-almohadienne une véritable orientation du capital. Et donc voilà, peut-être parce que je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais peut-être un mot également sur l'orientation du capital. Pour lui, capital et avoir ne sont pas la même chose. Le capital, c'est l'avoir, c'est ce qu'on possède, c'est le patrimoine. Le capital, c'est un avoir, mais qui circule. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être s'inspirer également de cela. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour lui, même dans la société algérienne colonisée, ça n'a jamais été une question de quantité d'argent ou de moyens, mais c'était plutôt un problème de circulation de l'argent, circulation du capital. Et c'est ce qui faisait défaut. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera peut-être lors du débat, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être s'en inspirer dans le sens où aujourd'hui, il y a de l'argent dans la communauté musulmane de France qui se considère comme pauvre. Peut-être que le problème, c'est peut-être la circulation des biens, peut-être le fait d'investir, peut-être également revoir également nos motivations. Le fait qu'aujourd'hui, le summum de la vie d'un musulman ici en France, je caricature, c'est d'avoir
sa maison, c'est d'avoir une belle voiture, c'est d'avoir, voilà, uniquement d'être dans un espèce de consumérisme exacerbé et rien d'autre. Donc il n'y a pas de projet collectif, donc il ne peut pas y avoir d'investissement collectif, et donc au niveau de la circulation de l'argent, à défaut d'investir sur la génération qui arrive, donc tous nos enfants, on va investir sur nos propres enfants. Je referme la parenthèse. Pour vous dire qu'il y avait deux obstacles également au renouvellement de l'État al-Mahadien, je te rassure, là-dessus. Il y a... Il me reste encore 5 minutes. Donc, je vais essentiellement axer mon propos sur deux obstacles. Le premier, c'est le coefficient colonisateur. Pour lui, le fait même de vivre dans une société colonisée, c'était déjà un coefficient qui empêchait le musulman de se valoriser à sa juste valeur. Et ici, dans les conditions de la Renaissance, dès lors, l'individu se trouvait en Algérie diminué systématiquement, comme si sa valeur personnelle avait été affectée d'un coefficient colonisateur. Enfant, les conditions de son développement corporel et intellectuel sont très précaires, dans un cadre social où on n'a pas prévu ni de travail pour son père, ni une école pour lui-même. Et donc pour lui, ce coefficient-là, il est terrible, il a une conséquence dramatique. Parce que pendant un certain nombre d'années, si vous voulez, pour gravir les échelons en tant qu'indigène, parce qu'il y a eu un code de l'indigénat en Algérie à partir de 1870, pendant un certain nombre d'années, en tant qu'indigène, si on voulait gravir les échelons, il fallait, si vous voulez, adopter et faire sienne la politique assimilationniste de la France coloniale. Et il fallait également, et c'est ça peut-être la tragédie, c'est d'accepter l'idée que l'islam était le facteur de la régression des musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le culot du pouvoir colonial, c'était de dire aux musulmans, et notamment à l'élite musulmane en Algérie et dans les autres sociétés maghrébines, c'était de leur dire « c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est de la faute de l'islam. » Et donc on voit émerger au fur et à mesure une élite complexée, ça peut nous rappeler certaines choses encore aujourd'hui, une élite très complexée et qui va prendre des distances, si vous voulez, avec la religion, qui va adopter, si vous voulez, une certaine conception de la laïcité, pas forcément dans le sens séparation, mais une certaine conception de la laïcité, et qui vont prendre de véritables distances, de véritables distances avec la religion. Et donc voilà, entre un peuple qui ignore et qui dort, et une élite désorientée et complexée, ben voilà, des hommes comme Malek Benabi, donc, qui au prix de leur vie ont essayé justement d'alerter les consciences. Et je voudrais parler, pour terminer, du coefficient autoréducteur. Ça, celui-ci, il est même indépendant, il est lié au coefficient colonisateur, mais il est beaucoup plus dramatique pour Malek Benabi. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société algérienne, l'individu, il acceptait déjà son nom, ou en tout cas le sobriquet qu'on lui donnait, c'était indigène, sans brancher. C'est-à-dire qu'on titrait dans la presse algérienne, même tenue parfois par des musulmans, les indigènes. Et finalement, ils ont accepté le fait qu'on ne parle pas d'eux en tant que citoyens. Il y en a d'autres qui se sont battus, mais la majeure partie acceptait déjà son nom en tant qu'indigène. Donc, vous aviez affaire à une population qui, progressivement, au fur et à mesure que la colonisation perdurait, complexait, se dévalorisait, et en même temps, plus la colonisation atteignait son apogée, plus on voyait justement la puissance coloniale, pour reprendre une expression un peu jeune, bomber le torse. Et donc finalement, vous aviez un pouvoir colonial qui se surestimait au point de ne plus considérer les indigènes comme des sous-hommes. Et Benabi en parle notamment dans ses mémoires. Et aujourd'hui, ça peut peut-être choquer, mais à l'époque, oui, il y avait énormément de dédain de la part du pouvoir colonial vis-à-vis des populations indigènes. Donc, je cite Benabi, il parle de ce coefficient autoréducteur dans les conditions de la Renaissance. Il dit: cela signifie que nous adoptions délibérément le mode de pensée et
et de comportements que l'administration indigène avait tout intérêt à nous imposer. Autrement dit, nous nous sommes installés dans la vie à l'échelle de l'administration des colons. En somme, chaque fois au facteur externe de la colonisation se conjugue un facteur interne, quelque chose comme un coefficient autoréducteur qui vient de nous-mêmes. Et donc pour lui, voilà, ce coefficient autoréducteur, il est très important et il s'inscrit justement dans l'idée qu'il se fait de la réforme. Et pour lui, voilà, si on veut changer la société, si on veut changer la civilisation, si on veut changer le monde, il faut déjà commencer par se réformer soi-même. Et il cite l'exemple de la communauté juive en Algérie, qui elle était colonisée, mais qui était complètement exempte, si vous voulez, du coefficient autoréducteur. Ils avaient une estime d'eux-mêmes. Et Ben Ali en parle dans ses écrits. C'est-à-dire que autant ils étaient colonisés, mais autant ils avaient une estime d'eux-mêmes, une véritable estime d'eux-mêmes. Et il en parlera également par rapport à une épreuve qui les a touchés, beaucoup plus que même que les musulmans indigènes, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les fameux décrets de Vichy étaient même appliqués en Algérie. Il parle justement de cette communauté juive qui finalement, voilà, il y avait énormément d'endroits dans les sociétés qui ne leur étaient plus réservés, et pourtant il dit que voilà, les synagogues n'ont jamais été remplies comme à cette époque de cette épreuve, les écoles n'ont jamais été autant pleines, et il y avait cette élite de la communauté juive qui, à un moment donné, acceptait de faire des heures sup pour que les enfants juifs d'Algérie ne perdent pas un cours. Et il fait la comparaison avec un médecin juif et un médecin musulman, d'ailleurs, qui était connu, et il parlera justement de ce manque d'efficacité et de ce manque, si vous voulez, de ce manque de logique, de cette logique pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de faire le lien entre les idées qu'on se fait de l'éducation, du savoir, et également la pratique. Donc voilà, il cite cet exemple, et donc voilà, pour terminer, puis peut-être pour lancer le débat, pour lui, voilà, le renouvellement de l'homme post-almohadien, de l'homme musulman décadent, pour lui contribue et contribuera encore, hein, parce qu'il parle également aux générations qui arriveront derrière. Il ne faut pas oublier également que quand il parle de la société post-almohadienne et de l'homme post-almohadien, il parle de nos parents qui étaient dans ces sociétés-là. Donc, c'est vrai que je vous ai dit cette pensée qui a été ignorée de son temps, toute sa pertinence, toute son actualité. Et pour lui, ce renouvellement de cet homme, donc l'homme décadent, contribuera à la renaissance de la civilisation islamique, car pour lui, voilà, c'est la donnée fondamentale. C'est la donnée fondamentale de la civilisation, car il suivra la foi, donc le sol, le temps, et il sera le support de l'idée religieuse. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Jamel. Remercie pour malgré la difficulté, la complexité un peu du sujet, de l'aise, du coup, lever le défi en nous exposant, nous faisant un exposé clair et structuré. Barakallahu fik. Donc on va passer, Inch'Allah, à la séance des questions et des interventions, Inch'Allah, des uns et des autres. Donc ce que l'on va faire, donc, pour gagner du temps, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que vous allez poser vos questions, on va les noter. On va laisser 2 voire 3 personnes donc, intervenir, Inch'Allah, et ensuite Jamel répondra ou bien réagira par rapport à vos remarques. Alors, qui se lance? Une petite question, c'est par rapport au principe éthique et... Salam alaikum. Donc Malik Balibi qui parle souvent du principe éthique et esthétique qui oriente la trajectoire d'une civilisation à l'heure de la globalisation. Est-ce que vous pensez que ce principe est encore d'actualité? Principe éthique et esthétique. J'ai une autre question, si ça ne vous embête pas. Sur la culture, Malik Balibi parle souvent de la culture. Et j'aurais voulu savoir quels étaient les piliers justement de la culture selon la vision de Malik Balibi. C'est
Moi j'avais deux questions. En fait, je voulais savoir quand est-ce que Malek Ben Ali était mort. Est-ce qu'il avait vécu la période de l'indépendance? Et si oui, quel regard il porte justement sur l'indépendance algérienne? Voilà. Et comment il est mort? Pour répondre à ta question par rapport aux principes éthiques et esthétiques, donc pour lui, en fait, toute civilisation a des principes éthiques et des principes esthétiques. Et en fait, tout va dépendre sur quel curseur on met d'abord, sur la hiérarchie en fait. Sur la hiérarchie, et en fonction de sa hiérarchie, c'est ce qui donnera l'orientation de la civilisation. Et il prend la civilisation occidentale et la civilisation musulmane sur une question très précise. Et je pense que cette réflexion, elle est encore d'actualité. Il prend l'exemple de la femme nue. Il prend l'exemple de la femme nue et il développe. Pour lui, dans la civilisation occidentale, on a les principes éthiques et esthétiques, mais on a plutôt mis l'accent sur les principes esthétiques que sur les principes éthiques. Et notamment, il parle également de l'influence que l'Empire romain, la civilisation hellénistique, a eue sur l'Occident. A contrario, il dit une chose, c'est que à la fois la civilisation musulmane et la civilisation juive ont mis l'accent sur le principe éthique. Parce que justement, ils ont reçu, la civilisation est née dans le berceau des trois religions. Et donc, il y a un rapport à l'éthique qui est beaucoup plus fort, ou en tout cas au niveau de la hiérarchie, on met en avant le principe éthique. Ça ne veut pas dire que dans le monde musulman, il n'y a pas d'esthétique. Mais on met d'abord ce principe éthique en avant. Et par rapport à la femme, face à une... Et il l'explique dans les conditions de la Renaissance, quand vous mettez une femme nue face à un musulman et un non-musulman qui est issu de la civilisation occidentale, on peut d'un côté avoir, si vous voulez, un regard qui va être plutôt axé à la civilisation occidentale sur la beauté, sur le fait de voir la beauté. Et de l'autre côté, tout de suite, il va y avoir ce principe éthique. Non, c'est pas pudique. Et donc avant même de voir si c'est beau ou pas, avant même de répondre à cette question, il en parle dans les conditions de la Renaissance, il dit que tout de suite c'est le principe éthique qui va arriver. Et je ne m'autorise même pas, si vous voulez, ce jugement esthétique. Quand bien même, au fond de moi, j'en ai un, mais je ne l'utilise pas. Et donc, c'est très important de revenir sur cet aspect-là, parce que le fait même, si vous voulez, de hiérarchiser de manière différente, éthique et après esthétique, ou alors d'abord esthétique ou après éthique, si vous voulez, ça donne une orientation qui est complètement différente. Et aujourd'hui, encore même aujourd'hui, on voit énormément de quiproquos parce que finalement, on hiérarchise pas de la même manière. Encore aujourd'hui, sur par exemple des débats sur le hijab ou autre, on voit que finalement, ceux qui sont contre le port du hijab, beaucoup de leurs arguments sont d'abord esthétiques. Parce que finalement, c'est pas l'idée qui se font de la femme. Et je voudrais juste revenir par rapport à cette histoire, en fait. Pendant 14 siècles, pendant plusieurs siècles, du coup, si vous voulez, les sociétés musulmanes ont eu tendance, oui, à cacher les atouts, la beauté de la femme. On ne va pas dire la supprimer, non, mais de respecter cette pudeur. Dans les autres sociétés notamment occidentales, il y a eu le fait de mettre en valeur la beauté féminine dans ces sociétés-là. Donc le curseur, ce n'est pas forcément le même. Et par rapport à ta deuxième question, donc les 4 piliers de la culture, un, c'est l'éthique. Donc l'éthique, c'est-à-dire des règles de comportement en général. Et donc pour lui, l'éthique, elle est d'inspiration religieuse dans le cas des musulmans. Donc le akhlaq, donc un certain nombre d'habitudes qu'on prend, se dire bonjour, la façon dont on marche, énormément de choses qui font que voilà, ça
l'accumulation d'habitudes dans un espace donné, dans un lieu donné, fait que ça crée de la culture. L'esthétique également, le deuxième pilier. L'esthétique, retrouver le sens du beau, avoir une espèce de goût général entre tous les habitants d'une même société. Et donc du coup, le fait de voir des gens qui s'écartent, la société joue son rôle, si vous voulez, de garde-fou, pour préserver une espèce d'unité même dans le goût général. Le troisième des points, c'est la logique pragmatique. La logique pragmatique, c'est de faire le lien entre la pensée et l'action. Pour lui, il n'y a aucune dichotomie à faire. Pour lui, il y a une logique pragmatique à acquérir. C'est-à-dire qu'il faut que je pense comme un homme d'action et que j'assiste comme un homme de pensée. Et enfin, la technique, il reprend un petit peu l'idée d'Ibn Khaldoun, Sana'a, la technique dans le sens où si je suis menuisier ou si je suis chercheur dans un laboratoire, je me spécialise, je bonifie, je perfectionne mon art et je deviens spécialiste. Et la finalité même de la technique, il y a une dimension esthétique. C'est-à-dire que je cherche à perfectionner mon art. Et donc voilà, à faire en sorte que on fasse avancer à la fois la connaissance et à la fois la société. Pour répondre à Nadia, il est mort le 31 octobre 1973, donc il a vécu donc 11 ans après l'indépendance. Il avait des rapports avec, plutôt de bons rapports avec Ben Bella. Après, avec Boumedienne, ça s'est corsé. D'ailleurs, il sera frappé par des jeunes communistes, il arrivera pas mal de désagréments. Il écrivait énormément le soir, donc il y a énormément, on a fait exprès, lui en tout cas il le perçoit comme ça, de par son expérience, qu'un certain nombre de gens qui étaient autour de lui, voilà, ne le laissaient pas dormir. Il y avait des gens qui étaient là par le bruit. On allumait la musique, le bruit, et donc ils se plaignaient, on ne prenait jamais en compte ses plaintes. Et il y voyait quelque chose, il y voyait une intervention de la part des politiques, parce que lui-même était très critique vis-à-vis de tous les gouvernements, que ce soit Ben Bella, que ce soit Boumedienne. Mais au niveau affinité, il y en avait beaucoup plus avec Ben Bella. Est-ce qu'il a écrit sur le musulman, l'Algérien indépendant? Qu'est-ce qu'il pensait du comportement de l'Algérien, donc de l'homme musulman, dans l'Algérie indépendante? Est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il a simplement critiqué les gouvernants, ou est-ce qu'il a aussi parlé de l'homme, ce qu'il est devenu une fois que le colonisateur a été chassé? En fait, si tu veux, l'indépendance, pour lui, c'est juste une étape. Pour lui, le colonialisme, il en revient toujours à la colonisabilité. Et surtout, à la fin de sa vie, il insiste vraiment sur ce concept-là. Et pour lui, en fait, l'indépendance ne fait que confirmer ce qu'il pensait auparavant. Et il disait déjà aux nationalistes qu'il faut préparer, et ça a été dans tous ses discours, que ce soit dans les conditions de la Renaissance. Les conditions de la Renaissance, c'était écrit en 48, soit bien 14 ans avant même l'indépendance. Même dans Vocation de l'Islam, c'est exactement la même chose. Donc il a toujours interpellé, même à l'époque du FLN, il a toujours interpellé ceux qui allaient prendre le pouvoir, parce que pour lui, la décolonisation, l'indépendance, c'était inéluctable, c'était une question de temps. Et pour lui, il était déjà dans la phase d'après, il voulait déjà préparer. Le problème, c'est qu'il n'avait pas un coup d'avance, il en avait plusieurs. Il n'a pas attendu l'indépendance pour penser l'avenir des Algériens et de l'Algérien. Mais en fait, ça n'a fait que confirmer ce qu'il pensait déjà, et ça n'a fait que le rendre plus amer par rapport à la situation. Le fait que, voilà, il y a énormément de déception par rapport à l'élite algérienne de 62 jusqu'à 73. D'accord, donc si j'ai bien compris, les facteurs de colonisabilité ne disparaissent pas après l'indépendance. Non. Pour Malik Benabi. Pour Malik Benabi, ils ne disparaissent pas. Est-ce que tu peux nous rappeler ces ouvrages? Il y a le phénomène coranique et les autres. Le phénomène
il y a le livre d'El-Bey, il y a les conditions de la Renaissance, il y a Vocation de l'Islam 1 et 2, il y a Perspective algérienne, il y a Mémoire d'un témoin du siècle, il y a Idée d'un Commonwealth islamique, il y a l'afro-asiatisme. Après, il y a un certain nombre d'ouvrages comme les grands thèmes qui sont traduits, enfin qui sont en langue française, qui sont même disponibles dans les librairies ici en France. C'est quoi les grands thèmes? Les grands thèmes, donc c'est un recueil de différentes conférences qu'il a pu donner, notamment sur la démocratie, sur le rôle pervers de l'orientalisme, sur la civilisation, la culture, sur l'idéologie. Il y a également la lutte idéologique. La lutte idéologique, il y a le problème de culture, voilà, les grands ouvrages de Malek Benabi, le livre et le milieu humain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Malek Benabi écrit beaucoup d'ouvrages à partir de ses propres expériences. Et il a été... donc souvent, on parle du grand théoricien de la civilisation, Toynbee, qui est un grand spécialiste de la philosophie de l'histoire, qui est reconnu mondialement. Quand il écrit son ouvrage, Malek Benabi a déjà écrit sur la civilisation et a déjà théorisé, à partir de ses expériences, à partir d'une lecture du Coran, sur le concept de civilisation. Pareil pour la culture. Il était au Caire et il écrivait déjà à partir de ses expériences, à partir également du fait qu'il a participé à des congrès arabes sur la culture. Il avait déjà théorisé sur le problème de culture avant même que des étudiants égyptiens qui avaient étudié aux États-Unis lui rapportent que voilà, il y avait des écoles culturalistes, notamment à Chicago, qui travaillaient sur la thématique de la culture. Et pareil, enfin, pour la lutte idéologique, je parlais tout à l'heure de Louis Massignon, du rôle un peu ambigu qu'il avait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration coloniale lui a mis énormément de bâtons dans les roues. Et pas forcément quelque chose de visible. C'est-à-dire que voilà, on envoyait des gens, ou alors on anticipait ses faits et gestes, par tout un tas de procédés. Et lui, si vous voulez, voilà, il a théorisé, à partir de son expérience, la fameuse lutte idéologique qu'il y avait. Oui, on vous écoute. J'ai une petite question. En fait, salam alaikum. Je voulais revenir un petit peu sur le terme colonialité. Donc, c'était pour un peu comprendre les causes. Qu'est-ce qui faisait que ces sociétés-là avaient plus d'aptitude à, on va dire, apprendre ou encaisser la colonisation d'autres cultures, et quelles étaient les réponses ou les contre-offensives que apporte Benabi par rapport à ça. Parce que là, du point de vue de la société musulmane, on voit que ça nous est néfaste. Je sais que ça a été néfaste. Et qu'est-ce que dit Benabi par rapport à ça? Donc la question, si... Oui. Ouais, je voulais revenir sur le terme efficacité. Tu nous as parlé d'efficacité. Il y a dans la civilisation post-almohadienne, comme tu nous disais tout à l'heure, un problème de civilisation. Et le facteur de ce problème était peut-être la fascination du monde matériel occidental. Tu nous as bien expliqué tout à l'heure. Et le seul problème, c'est que dans cette civilisation post-almohadienne, cette fascination a ouvert des nouvelles problématiques. Des questions inédites. Et justement, tu nous parles d'efficacité. Et je voulais savoir si justement ça ne touchait pas l'authenticité. Est-ce que cette fascination ne touchait pas l'authenticité du texte, l'authenticité du texte? Et je voulais savoir justement que répondait Benabi quand tu parles d'efficacité. Est-ce que c'est pas touché à l'authenticité? Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre le terme d'efficacité et l'authenticité? Peut-être une autre question? Oui, réaction. Son concept d'idée religieuse dans sa pensée. Comment elle se va livrer concrètement dans les solutions qu'il apporterait à la nouvelle civilisation. La société idéale. Oui.
également intervenir si vous avez des réactions, vous voulez ajouter des idées, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de poser que des questions. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est écrit en arabe ou en français? Pour répondre à ta question par rapport à la colonisabilité, en fait, à partir du moment où il situe la société post-almohadienne et l'homme post-almohadien, pour lui, c'est un homme décadent, c'est une société décadente. Et en fait, que ce soit les sociétés, surtout les individus, pour lui, ils sont sortis de l'histoire. Donc, ils n'assimilent plus de nouvelles idées et ils ne produisent plus rien. Donc, le fait même pour lui, si tu veux, de sortir de l'histoire, c'est un véritable impact sur l'idée religieuse. C'est-à-dire que l'idée religieuse, c'est quand même une promesse, c'est quand même de l'enthousiasme, c'est quand même un espoir de pouvoir changer les choses. Et donc le fait même de progressivement, si l'élan spirituel progressivement, l'idée religieuse perd sa place, perd de sa vigueur, en tout cas par rapport aux individus, elle est encore là, elle ne change pas, elle est immuable. Mais c'est comment les gens la vivent et comment les gens la comprennent et comment les gens agissent avec ou sans elle. Et donc le fait même que cette idée religieuse finalement soit progressivement mise de côté, on en arrive à la décadence. Et donc le fait même que cette idée religieuse, finalement son impact s'amenuit, l'homme post-almohadien sort de l'histoire. Et donc du coup dans ces sociétés-là, on voit progressivement le fait même de ne plus comprendre le monde, de ne plus vouloir, une espèce de végétation. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui erre et qui végète, et du coup qui sombre dans le délire maraboutisme. C'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que progressivement, on a énormément de charlatans, de zaouïas, qui sont là uniquement qui sont là pour réconforter le musulman, et qui n'agissent pas pour le changer. Ils sont là juste uniquement pour lui faire passer son temps. Oui, et donc ils sombrent, si vous voulez, dans l'au-delà, et uniquement dans l'au-delà. Il n'est plus acteur de ce bas monde. Et il fait une séparation claire et nette entre l'au-delà et ce bas monde. Ce bas monde, il est là, il erre, et dans l'au-delà, finalement, il prépare l'au-delà. Or, pour Ben Ali, c'est une erreur fatale, parce qu'il n'y a pas de dichotomie entre Dunya et l'Akhira. Il y a une logique. On vit Dunya pour l'Akhira. Et c'est exactement ce qu'il dit. Et l'homme post-almohadien, il fait cette coupure, au point de laisser Dunya même, au point de laisser Dunya. Et c'est progressivement ce qui va provoquer la colonisabilité. Si il prend l'exemple de l'Inde, l'Inde a été, ou d'autres peuples qui ont été à un moment donné, qui ont été dans l'histoire, notamment voilà. Il parle également beaucoup du Japon, de la Chine également, qui ont été occupés, mais qui n'ont jamais été colonisés. Et l'occupation et la colonisation, c'est pas la même chose. On peut être occupé, c'est un mal, ça va passer, mais au moins j'ai l'estime de moi-même. Je connais ma valeur, je connais la valeur de mon peuple, je connais l'histoire de ma civilisation, et je suis fier. Et même face à l'oppression, même face à la force matérielle, je suis là, et je suis droit, et je suis droit dans mes bottes. Le problème de la colonisabilité, c'est que non, finalement, progressivement, voilà, même en Algérie, mais même ailleurs, hein, dans le monde musulman, on accepte l'idée que finalement on est en retard. Le maktoub, on est en retard. Finalement, il développe également l'idée dans d'autres textes, c'est que finalement, on accepte d'être derrière l'Occident. Or, l'Occident évolue par rapport aux questions qu'elle s'est posées. Qui sommes-nous et que voulons-nous? Après, on peut être d'accord ou pas d'accord par rapport aux questions, par rapport aux réponses qui ont été données à ces questions. Mais le musulman, progressivement, par la colonisation qui a été possible, par la colonisabilité, il accepte le fait d'être derrière le monde occidental, donc d'être à la traîne. Et finalement, ça a des répercussions sur la psychologie même de l'individu qui se dit « je suis en retard, il faut que je fasse comme l'autre ». Il n'est plus créatif. Il n'est plus créatif. Il ne se dit pas qu'à partir du Coran, comme ça a pu se faire dans la civilisation musulmane, on peut créer quelque chose d'autre par rapport à nos besoins, par rapport à notre histoire.
sans créer de séparation entre l'ordre spirituel et temporel, par exemple. Et donc, voilà, lui, il insiste beaucoup sur cette donnée-là, parce que ça a véritablement des répercussions. Et comme je disais tout à l'heure, le drame, c'est que les élites, les gens qui étaient en mesure justement de faire avancer les choses, que ce soit sur le plan économique, politique ou autre, bah finalement eux-mêmes ils étaient complexés. Quelle réponse? Pour finir, quelle réponse? Alors rappelle-moi ta question. C'est la même question, c'est la même question, mais quelles seraient les solutions? C'est-à-dire pour aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'il propose Benavi? Qu'est-ce qu'il propose par rapport à la colonialité? En fait, lui, il est dans une réforme globale. Lui ne fait pas de séparation entre les élites et la masse. Pour lui, si vous voulez, tous les hommes sont à réformer. Donc il y a un véritable travail d'éducation. Et pour lui, il n'invente pas l'eau chaude. Pour lui, il est même prêt dans ses écrits, en tout cas il est fasciné par la méthode prophétique. Cette méthode, pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, mais c'est un sociologue d'abord. C'est quelqu'un qui analyse sa société. Pour lui, il y a une intelligence de l'homme. Le fait même de ne pas rentrer tout de suite dans la confrontation et de faire une prédication discrète. Il faut vraiment avoir la conception qu'il avait même de la prophétie pour comprendre également ce qu'il propose. Et lui, il est dans une démarche de réforme, et une réforme tout au long de notre vie. C'est pas une réforme par le haut, c'est pas une réforme à coup de colloque où on va parler d'ijtihad. Non, la réforme, c'est le musulman qui travaille dans un laboratoire, c'est le politicien, c'est le journaliste, c'est le musulman lambda, c'est le menuisier, c'est tout ce qu'ils vont partager ensemble. C'est cette culture en fait. Donc c'est une éducation à une nouvelle culture qui leur permettra de promouvoir une civilisation. Et ça fait un petit peu le lien avec la question de Michel. Je veux juste une petite précision. Allez. Comment ne pas se faire influencer par les personnes, les gens ou l'assimilation dans laquelle on vit, et tout en sachant que le musulman doit être créatif dans sa nouvelle société et se basant sur l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est hyper compliqué. Et c'est ça que moi j'aimerais un peu saisir et comprendre. Pour lui, la civilisation répond à deux questions. Qui sommes-nous, notre identité, et que voulons-nous, c'est-à-dire notre volonté. À partir du moment où on a posé ces deux questions-là, on a posé des questions fondamentales pour promouvoir une civilisation. Maintenant, lui, ce qu'il dit, c'est pas parce qu'on promouvoir une solution qu'on va être hermétique par rapport aux autres. Il y a des choses qui se passent dans le monde. D'ailleurs, il est très admiratif de ce qui se passe en Inde, de ce qui se passe en Chine. Il a des termes élogieux par rapport au développement du Japon, qui dans les années 1850, quand au Japon, ils décident d'entreprendre une réforme, le Japon, au niveau économique, les sociétés, si vous voulez, sont ressemblées. Il y a une société très traditionnelle au Japon, d'ailleurs, elle l'est encore. Mais si vous voulez, il y a une intelligence. Il y a une intelligence de la part des Japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, ils ont envoyé en mission leurs esprits les plus brillants dans les capitales occidentales. Ils ont même envoyé leurs meilleurs savants dans les colonies de ces pays-là, pour savoir la mentalité, même le regard qu'un colonisé pouvait avoir vis-à-vis du colonisateur. Ils ont même rencontré Ibrahim Pacha, qui était emprisonné. Et donc, quand ils reviennent, la conclusion qu'ils ont de leur rapport, la conclusion du rapport qu'ils font, c'est qu'ils disent si on se modernise pas, on va se faire coloniser. Et à partir de là, il y a toute une société qui change, mais qui ne change pas en essayant d'imiter, mais qui essaye de trouver un mariage, une harmonie entre leur tradition ancestrale, la tradition des samouraïs, et en même temps cette modernité. Et ils ont trouvé, parce qu'ils se sont posé des questions, avant même que ça arrive, ils ont trouvé, Malik Benavi le pense, et nous également on peut le voir, c'est une harmonie entre leur tradition, leurs valeurs, ce en quoi ils croient, et également la modernité. Et on voit aujourd'hui le Japon où il est. Et pour un exemple un peu plus récent, si on prend la Corée du Sud et le Maroc, il y a à peu près 30 ans, ils avaient pratiquement le même PIB.
30 ans après, la Corée du Sud est, en termes de PIB, 7e au niveau du monde. Le Maroc, il est, je ne vais pas dire, mais bon, il n'est même pas dans les 100 premiers. Donc voilà, il y a un moment donné, il y a quand même une prise de conscience de la part de certains peuples qui ne trahissent pas ce qu'ils sont, et en même temps qui font preuve d'humilité en disant on va prendre ce que on a envie de prendre, et pas ce qu'on nous impose. Et on ne va pas acheter. Le problème des musulmans aujourd'hui, et encore hier et encore aujourd'hui, c'est qu'on achète et c'est qu'on consomme. Et on pense que voilà, c'est en consommant, en construisant des grands buildings qu'on va devenir les États-Unis. Non, en achetant des chars qu'on va concurrencer telle et telle armée. D'ailleurs, même dans toutes les guerres, même dans les guerres israélo-arabes, on vendait les armes high-tech à Israël et on vendait les armes limites qui allaient expirer au monde musulman. Et on pensait qu'avec ça, malgré le fait qu'il y ait plusieurs pays, on pensait gagner. Non. Par rapport à l'efficacité. Oui, il parle souvent d'efficacité. Pour lui, c'est le monde musulman, l'homme post-almohadien, la société post-almohadienne a perdu le sens de l'efficacité. Dans le sens où, je donne un exemple, par rapport au fait que, même au niveau de la pensée, lui qui a côtoyé des ulama, des intellectuels, il passait des heures et des heures à parler. Mais il n'y avait aucun lien entre leur idée et la finalité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune logique pragmatique, en fait. Et donc, c'est à ce niveau-là, surtout, il insiste vraiment sur le sens de l'efficacité. C'est-à-dire qu'au niveau, même au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, on peut faire toute une conférence, on peut faire de nombreux débats, et ça ne débouche pas sur quelque chose de concret. Et lui, le déplore. Donc ça, il parle de l'efficacité au niveau de la pensée. Il parle également d'efficacité au niveau du capital. Il y avait de l'argent dans les sociétés musulmanes. Mais le problème de ces sociétés musulmanes, c'est qu'elles pensaient qu'elles étaient moins riches, et donc moins pourvues, et donc plus excusables de rester dans la situation dans laquelle elles étaient. Or, c'est faux. Lui, il dit que c'est complètement faux, qu'il y a de l'argent. Mais il n'y a pas d'efficacité quant à la circulation de l'argent. On cherchait uniquement à accumuler. On était uniquement dans l'entassement. Voilà. Il prend même l'exemple également dans certaines administrations où pour un petit bureau qui était beaucoup plus petit que celui-ci, on avait 5 climatiseurs. Ça, c'était dans la société algérienne. Et c'est des choses qui existaient. Alors qu'il n'aurait fallu qu'un seul. On avait 5 climatiseurs. On avait 3 téléphones. Mais uniquement pour dire que voilà, on est riche, on accumule, donc on réussit. Et pour lui, la réussite n'était pas à définir en termes quantitatifs, mais plutôt en termes qualitatifs. Il y avait cette efficacité de la pensée, cette efficacité du capital, et cette efficacité également du travail. Cette efficacité du travail de faire les choses et de les faire bien. Et quand on fait quelque chose, on se spécialise, on devient bon dans le domaine dans lequel on exerce. Et par rapport à l'authenticité du texte, par rapport à Ben Ali, alors pour lui, il considérait que cette attitude-là, elle n'était pas du tout inspirée elle était inspirée par l'esprit décadent de la culture ambiante, mais elle n'avait rien à voir avec l'esprit du texte. Et pour lui, c'est parce qu'on s'était éloigné du texte qu'on avait perdu notre efficacité. Donc il y avait vraiment, pour lui, c'était pas lui qui était dans une trahison du texte, bien au contraire, il était dans une fidélité. Mais la trahison consciente ou inconsciente, il l'a constaté chez ses contemporains. Et d'ailleurs, que ce soit le savant ou le berger. J'ai répondu à ta question, Nathan. Sur l'idée religieuse. Pour lui, l'idée religieuse, c'est... en fait, pour lui, il faut la préserver. L'idée religieuse, c'est la révélation, il faut la préserver. C'est le Coran et la Sunna authentique. Et pour lui, et il est même
Et c'est pour ça que c'est une pensée également subversive dans le domaine du ilm, même dans le domaine de l'ijtihad, parce que lui, il appelle également les musulmans à avoir un accès direct au Coran et à la Sunna. Et d'éviter de passer par ce qu'il appelle la gangue. Donc la gangue, c'est quelque chose qui colle et qui empêche de toucher, ou en tout cas de voir l'idée coranique elle-même. La gangue à la fois juridique, donc de la part de toutes les fatwas qu'on a pu avoir et qui se sont accumulées au fur et à mesure des siècles. La question de la gangue également post-almohadienne au niveau théologique et au niveau philosophique. Donc lui, ce qu'il appelle, c'est d'avoir cet accès direct. Comme les premiers musulmans ont eu, le fiqh, la philosophie ou les kalam ne sont arrivés qu'après. Donc lui, ce qu'il appelle, et c'est en cela où c'est une pensée subversive et révolutionnaire, c'est de dire, voilà, non, mais qu'on soit savant ou pas, il faut qu'on ait un accès, il faut qu'on ait un rapport, il faut véritablement qu'on ait une véritable relation avec la parole divine, il faut qu'on retrouve cette proximité avec Kalamullah. Parce que dans l'histoire, il y a une preuve comme quoi des Arabes qui étaient inefficaces, qui avaient énormément de défauts, finalement se sont transformés en des gens qui avaient une véritable conscience, des gens qui aimaient l'autre, qui voulaient apporter, qui étaient prêts même à faire da'wah dans le monde entier. Et donc lui, ce qu'il appelle, pour répondre à ta question, c'est un accès direct. Et donc de ne pas supprimer, mais de considérer ça comme un patrimoine. Mais aujourd'hui, moi, Malik Benabi, en tant que citoyen algérien dans les années 50, il dit une chose, il dit moi, et il en appelle également tous ses concitoyens, à avoir un accès direct avec les sources de l'islam. Et donc, il ne maîtrise pas tout, et donc il fait confiance au caractère miraculeux, et donc il ne peut pas tout prévoir non plus. Donc il fait confiance à ce caractère miraculeux. Parce que lui, fondamentalement, à partir du moment où les musulmans ont un accès direct aux sources, il change. Le rapport au texte ne laisse pas indifférent, il y a une évolution, il y a des gens qui se bonifient, qui changent, et donc voilà, qui ont d'autres motivations beaucoup plus grandes et qui sont prêts à se sacrifier pour une cause. Donc pour lui, c'est cet accès qui est très très important. Et la langue d'écriture, avant peut-être la question de monsieur, la langue d'écriture, il a commencé à écrire en langue française, et en Égypte, il a côtoyé de très grands noms littéraires, et il s'est mis à la langue arabe, il a retraduit ses propres ouvrages, et il a écrit en langue arabe également. Donc il n'avait aucun problème, et dans un arabe d'ailleurs excellent. Donc comme ça peut donner espoir à ceux qui ne maîtrisent pas encore la langue arabe, il s'y est mis à 51 ans, 56. J'aurais voulu vous demander à votre avis, vous avez étudié au jour d'aujourd'hui, si Malik Benabi était de ce monde, est-ce que vous pensez qu'il penserait la même chose, tout simplement? Puisque au niveau du capitalisme, on est très loin de l'époque de la colonisation, mais le comportement des musulmans envers l'argent, comme vous parliez tout à l'heure, quand vous disiez qu'il n'y avait pas de circulation, au jour d'aujourd'hui, on a des chiites du Qatar qui achètent des clubs de foot, qui font des grands tours. Est-ce que les choses ont réellement évolué depuis, où il y a eu réellement un changement? Vous pensez que lui aurait vu, s'il aurait vécu à notre époque, est-ce qu'il n'aurait pas pensé la même chose, tout simplement? Je ne sais pas, vous parliez aussi tout à l'heure du fait de se sentir inférieur. Est-ce que ça aussi, du fait d'acheter aux Occidentaux, est-ce que aujourd'hui aussi on ne dépend pas des Occidentaux? Par exemple, l'Arabie Saoudite, au lieu d'acheter des chars, paye directement les États-Unis pour se protéger. Plein de choses comme ça des réflexions qui paraissent lointaines pour de la colonisation, pour moi, sont exactement les mêmes aujourd'hui. Y a-t-il encore des questions, des remarques? Inch'Allah, parce que je vais prendre encore une ou deux questions, une remarque, et après, Inch'Allah, on va devoir conclure, se quitter. C'est pas une chose à une femme, mais malheureusement, Inch'Allah, ça va faire ça de la échelle. D'intervenir, tout comme j'ai eu l'idée religieuse, l'axe de la pensée de Malik Benabi, il est autour du
verset coranique, donc tout cela, ça veut dire que je réponds à deux, donc c'est l'axe de la pensée totale. Et puis on parlait du musulman. Je me permets, si peut-être qu'il a une réponse, peut-être qu'il pense la même chose. Parce que les choses n'ont pas changé. Et on parlait de l'efficacité, il comparait deux étudiants qui étaient dans les grandes universités occidentales, un qui est tiers-monde, un qui est... Lorsqu'ils sortent, ils ont le même diplôme, lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas la même efficacité. Comme il a dit tout à l'heure, il y a une totale influence sur la pensée, sur la psychologie de l'individu. Chacun a un qui est dans sa civilisation, qui vit sa civilisation, un il reste décalé comme il a dit le truc. Et en plus, pour l'idée